Aujourd'hui, vous allez découvrir la version backstage, ultime et riche de la vie de Nicolás Maduro, du rocker raté et chauffeur de bus au propriétaire d'avion, de palais, d'îles et, finalement, à l'homme en tenue de prison bleue à New York. Et voici un petit défi à la MrBeast. Essayez de regarder cette histoire jusqu'au bout et répondez honnêtement. Aimeriez-vous vraiment vivre une telle vie en connaissant la fin? Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. Le gars du quartier. Nicolás Maduro est né en 1962 dans une famille qui n'avait aucun rapport avec l'élite. Quartier ouvrier, cours d'immeubles ordinaires, conversations de cuisine sur la politique et cette atmosphère particulière où le respect ne s'achète pas. Il se gagne dans les débats de rue et à force de faire les blagues les plus bruyantes. Dans sa jeunesse, il était bien plus proche de l'image du gars qui écoute du rock en boucle que du futur dictateur. Led Zeppelin dans les oreilles, un mode de vie anarchique, des conflits avec les études et un intérêt quasi nul pour les livres et les examens. Il n'a même pas terminé l'école correctement. À la place d'un diplôme, un volant. Maduro devient chauffeur de bus et gravite dans l'univers du métro de Caracas. Ce n'est pas le chemin de la jeunesse dorée, c'est l'histoire d'un homme qui a compris tôt. Dans un pays où certains vivent comme des rois et d'autres survivent simplement, il est bien plus avantageux de ne pas être intelligent, mais d'être utile à ceux qui sont déjà au pouvoir. Et c'est là qu'apparaît son talent principal. Non pas créer, mais choisir correctement près de quel trône se tenir. L'école cubaine du pouvoir, pas un orateur, mais un rouage du mécanisme. Maduro n'est pas devenu avocat, économiste ou professeur. À la place, il choisit une école politique à Cuba. Ce n'est pas une université avec des débats, mais une usine à produire des gens du système. Discipline, hiérarchie rigide, loyauté totale et capacité à être un rouage sans lequel le mécanisme s'arrêterait soudain de tourner. L'école cubaine fait de lui non pas un tribun brillant, mais un apparatchik. Un homme qui comprend comment tout fonctionne dans les coulisses, qui obéit à qui, quelles décisions sont prises sur papier et lesquelles dans des pièces fermées sans caméra. De retour, il monte lentement, presque silencieusement, d'un activiste syndical à une figure qui est toujours là, mais presque jamais dans l'objectif. L'instant de loyauté, quand la défaite devient un ascenseur. 1992. Hugo Chavez échoue dans sa tentative de coup d'État et part en prison. La plupart de son entourage à ce moment fait un pas en arrière. Maduro, lui, fait le contraire. Il descend dans la rue, exige la libération de Chavez, lui rend visite en prison, participe à ces mêmes rassemblements qui entreront plus tard dans l'histoire comme l'instant de naissance d'un culte. En politique, on n'oublie pas cela. Quand tu es proche non pas au moment du triomphe, mais au jour de la défaite, ta loyauté est valorisée 10 fois plus. À partir de ce moment, Maduro devient, dès lors, dans le noyau dur de Chavez. À ses côtés, une autre figure clé, Cilia Flores, d'abord alliée, puis épouse et actrice politique à part entière. Ainsi se forme un tandem familial et politique qui se transformera plus tard en une corporation du pouvoir et de l'argent. Invisible, donc inoffensif, comment l'apparatchik Gris est devenu indispensable. Maduro montait non pas par des bonds, mais marche après marche. Il devient député, puis président de l'Assemblée nationale, ensuite ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas le plus charismatique, ni le plus intelligent, ni le plus instruit. Mais pour les élites, c'est un plus. On ne le perçoit pas comme un concurrent. On le voit comme un exécutant fiable, qui ne prétend jamais au fauteuil d'un autre et votera toujours comme il faut. Pour Chavez, il est idéal. Un homme qui tiendra le système mais n'éclipsera pas son créateur. Celui à qui on peut confier un immense appareil et être sûr qu'il n'essaiera pas de réécrire l'histoire à son avantage. Du moins, tant que Chavez lui-même est vivant. Les gourous secrets et la mystique du pouvoir. À ce niveau de vie, l'histoire acquiert une couche étrange, presque mystique, que l'on coupe généralement des biographies officielles. Maduro et son entourage s'adonnent à des pratiques spirituelles, le gourou indien Sai Baba, les enseignements sur la réincarnation, les promesses de miracles, puis les cultes afro-caribéens, la santeria, les divinités yoruba, les autels, les amulettes, la main protection contre les balles, par des rituels. Chavez, plus tôt déjà, se rendait à Cuba non seulement pour des conseils politiques, mais aussi pour
c'est pacte. Maintenant, Maduro vit aussi dans ce monde de mysticisme. Autour de lui apparaissent des babalaos, des prêtres santeros, des gens qui nettoient son énergie, lui passent des chaînes autour du cou, mènent des rituels nocturnes avant des discours importants. Ils promettent une chose, le pouvoir tiendra tant que le rituel durera. L'ironie, c'est qu'avec toute cette armure magique, la fin s'est avérée malgré tout terriblement terre à terre. Des menottes, un vol vers les USA et une cellule